Commencer le chapitre 5 ensemble. On se lance tout de suite dans la section 5.1.1. Donc, chapitre 5, on va parler d'optimisation, on va parler de croissance, décroissance, on va parler d'extrémum relatif sur une fonction. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut analyser d'une fonction mathématique à partir de sa dérivée. Et dans la section 5.1.1, on va parler de la croissance et de la décroissance d'une fonction. On commence par définir rigoureusement ou suffisamment rigoureusement pour nous la définition d'une fonction croissante et la définition d'une fonction décroissante. On regarde à quoi ça ressemble dans des graphiques, où est-ce que ces définitions-là se situent, puis on va voir quel est le lien avec notre dérivée. Donc, une fonction croissante, intuitivement, vous allez vous dire, c'est une fonction qui augmente. Une fonction décroissante, intuitivement, vous vous dites, c'est une fonction qui descend. Quand on est en train de croître, on va de plus en plus haut. Quand on est en train de décroître, on va de plus en plus bas. Nos définitions rigoureuses sont les suivantes et elles vont de pair avec notre intuition. La fonction croissante, c'est une fonction sur un intervalle i où les valeurs f de x1 sont plus petites que f de x2 lorsque x1 est plus petit que x2. Donc, si on est à un point x qui est plus tôt qu'un deuxième point x, la valeur de notre fonction va être plus basse que la valeur de notre deuxième point. Si on regarde dans le graphique à côté, on a un x1 très tôt dans notre intervalle, un x2 plus tard, et la fonction f de x1 est plus basse que la fonction f de x2, parce que f de x est croissante dans ce cas-ci. De l'autre côté, si on a plutôt l'inverse, donc si on a une situation où un point plus éloigné dans notre fonction donne une fonction plus basse, on va parler d'une décroissance. Donc f de x est une fonction décroissante si dans un intervalle i, la fonction f de x1 est plus grande que la fonction f de x2 pour un point x1 plus tôt que le point x2. On voit dans l'illustration ici le même principe. Le point x1 arrive avant le point x2, mais la fonction f de x1 est plus grande que la fonction f de x2. C'est dans ce cas-ci qu'on va parler de décroissance d'une fonction. On va parler d'une fonction qui est décroissante. Maintenant, on s'intéresse à savoir, il est où le lien entre la fonction croissante, le sens de la croissance, et la dérivée de notre fonction. Pour faire ça, on va se prendre des points dans notre intervalle sur la fonction croissante, la fonction décroissante, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Donc, supposons que je prenais le point ici, que je vais appeler le point A. À ce moment-là, si je vais chercher la dérivée de la fonction f de x à ce point-ci, je vais trouver la pente de la droite tangente à ce point-là, au point x égale à A. Cette droite-là, tangente, pourrait ressembler à ceci. Et la pente de cette droite sera égale à la dérivée évaluée en A. Qu'est-ce qu'on remarque sur cette droite-ci? Elle est aussi croissante. Elle va suivre la croissance de notre fonction. Si une pente est croissante, si une droite est croissante, on va pouvoir se rendre compte qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que sa pente est positive. On va pouvoir dire que f' de A est plus grande que 0. Et c'est vers ça qu'on veut s'en aller. Parce que nous, on veut se rendre compte que dans une certaine fonction, si on est capable d'analyser le signe de sa dérivée, on va être capable d'analyser la croissance ou la décroissance de cette fonction-ci. On en a parlé sommairement dans le chapitre 2 lorsqu'on a parlé des pentes de la droite tangente et des pentes de la droite normale. On avait dit qu'avec notre tableau des signes, on allait éventuellement être capable d'aller tracer la croissance de notre fonction. C'est un peu à ça que ça revient finalement. On est en train de revenir là-dessus. Pour le deuxième contexte, voir où est-ce que ça s'en va pour essayer de confirmer notre intuition, on va se prendre un autre point. Par exemple, le point qui est ici, que je vais appeler le point B. À ce moment-là, si je vais chercher sa dérivée, j'aurai une droite tangente aussi, qui passe exactement au point B, f de B, et la pente, dans ce cas-ci, sera égale à la dérivée évaluée en B pour ma fonction actuelle. À ce moment-là, on peut encore constater que la droite descend, elle est décroissante, on a aussi une pente négative, f' de B sera plus petite que 0. Avec ces résultats-là, on va pouvoir conclure d'un théorème 5.1, qui va nous permettre d'aller traiter la croissance d'une fonction à partir de sa dérivée.
théorème-ci, c'est celui que vous avez au tableau en ce moment. On se dit que pour une fonction f de x qui est continue sur un intervalle i et dérivable pour tous les points à l'intérieur de i, les points à l'intérieur de i, c'est seulement les points qui ne sont pas à l'extrémité, donc ceux qui sont entre les bornes de notre intervalle. Bien, à ce moment-ci, si on a cette condition-là qui est remplie, on va avoir deux possibilités. Si la dérivée de notre fonction est positive pour tous les points à l'intérieur de i, on dira que la fonction f de x elle est croissante sur notre intervalle i. Si on a plutôt une dérivée qui est négative pour tous les points à l'intérieur de notre intervalle i, on va parler d'une fonction qui est décroissante sur cet intervalle-ci. On va voir dans des exemples qu'on peut choisir, on peut trouver plutôt ces intervalles de croissance-décroissance-là à partir de nos dérivées. C'est ce qu'on va faire dans l'exemple 5.1. On se donne une fonction mathématique qu'on essaie d'analyser. On va aller voir là, où est-ce que cette fonction-là va être croissante, décroissante, pour éventuellement pouvoir tracer cette fonction-là dans le chapitre 6 un peu plus tard dans la matière. Donc, exemple 5.1, notre fonction f de x est égale à 2x exposant 3 plus 9x au carré moins 10. Et ce qu'on cherche à faire dans ce cas-ci, c'est d'aller analyser la croissance de notre fonction. Pour faire ça, j'ai besoin de trouver ma fonction f' de x. Je cherche la dérivée de la fonction initiale. Dans ce cas-ci, c'est un polynôme très facile à dériver. 2x à la 3, ça deviendra 6x carré. 9x au carré, ça deviendra 18x. Et le 10 va disparaître. Ici, on peut simplifier ça comme étant 6x fois x plus 3. Ici. À ce moment-ci, avec ma dérivée, je peux m'intéresser à savoir quand est-ce que cette dérivée-là va être nulle. Dans ce cas-ci, f' de x égale 0. Si et seulement si, deux possibilités. X est égal à 0, parce que 6 fois 0 fois n'importe quoi, ça va redevenir 0. Donc, x égale 0. Ou x plus 3 égale 0. Si x plus 3 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins 3. On trouve les valeurs qui annulent notre dérivée, comme on le faisait dans le chapitre 2. Maintenant, avec ça ici, je peux me construire le tableau des signes. Vous vous souvenez de ce tableau-là? On l'a fait dans le chapitre 2. Donc, on va rentrer ces valeurs-là. On a besoin de x égale à moins 3 et de x égale à 0. On a besoin des informations sur notre fonction. f' de x, on sait qu'elle est nulle à ces deux points-ci. Et ce qui nous intéresse à ce stade-ci, ce sera de compléter notre tableau. On veut voir notamment quel est le signe de la dérivée avant moins 3, entre moins 3 et 0 est plus grand que 0. Puis on veut voir qu'est-ce que la fonction nous donne à ce stade-ci. Donc, on va commencer par aller voir le signe de cette dérivée-là. En bas de moins 3, ça veut dire que x est entre moins l'infini et moins 3. On peut prendre n'importe quel chiffre. Dans ce cas-ci, peu importe ce que vous allez trouver, nos exposants devraient nous rendre une fonction qui est positive. Entre les deux, entre moins 3 et 0, donc x élément de moins 3 à 0, à ce stade-ci, on devrait retrouver quelque chose qui est négatif. Essayez-le, prenez un candidat dans cet intervalle-là pour vérifier le signe de votre dérivée. Et finalement, lorsque x est plus grand que 0, donc de 0 à l'infini, on peut prendre n'importe quel chiffre ici, ça nous donnera quelque chose qui est positif. Maintenant, on veut voir quel est le sens de la fonction, quelle est la croissance de cette fonction-ci. Avec le théorème qu'on a vu juste avant, on sait que si notre fonction dérivée est plus grande que 0 pour toutes les valeurs sur un intervalle, la fonction sera croissante. Dans ce cas-ci, on sait que le signe de la dérivée est positif de moins l'infini à moins 3. Donc, on sait que la fonction f de x est croissante dans cet intervalle-ci. Lorsque x est égal à moins 3, on remplace dans la fonction 2x à la 3 plus 9x carré moins 10. Faites le calcul dans votre calculatrice, ça vous donnera 17. Entre moins 3 et 0, la dérivée est de signe négative.
Donc, selon mon théorème, ma fonction est décroissante. À 0 exactement, on remplace x par 0 dans notre fonction. 2x3 plus 9x carré moins 10. Il nous restera moins 10. Et finalement, de 0 à l'infini, la fonction dérivée est toujours positive. Ce qui veut dire que notre fonction est croissante à cet endroit-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur la croissance de notre fonction? On peut dire que f de x est croissante pour tout x élément de l'ensemble moins l'infini à moins 3. C'est notre premier intervalle de croissance, c'est celui qu'on retrouve au début du tableau. Et pour tout x, faisant partie de notre dernier intervalle de 0 à l'infini, on peut aussi dire que f de x est décroissante pour tout x dans notre dernier intervalle, donc de moins 3 à 0. Je vais écrire mon 0 un petit peu plus clair. Voilà. Et là, ça traite toute la croissance de notre fonction, les parties croissantes et les parties décroissantes. On remarque que en moins 3 et en 0, on n'a aucune information dans le traitement de la croissance. C'est parce que lorsque f de x est égal à 0, lorsque la dérivée plutôt est égale à 0, c'est ni une croissance ni une décroissance. On va voir plus tard qu'on a d'autres termes pour ces points-là. On pourrait parler de maximum, minimum, point d'inflexion. On pourrait avoir toutes sortes d'autres termes. Donc, pour l'instant, quand la dérivée est égale à 0, on ne parle pas de ces valeurs-là. On va s'intéresser plutôt au moment où la dérivée est strictement positive ou strictement négative. À vous de jouer. Vous avez la question classe 5.1 à faire. On vous donne la fonction f de x qui est un autre polynôme. On vous demande de trouver sa dérivée. Allez vérifier pour quelle valeur f de x, f' de x est égal à 0. Remplissez votre tableau des signes avec ces valeurs-là et donnez l'intervalle de croissance de votre fonction. Donc, faites pause sur la vidéo, complétez cet exemple-là et on se revoit dans un instant. On va y aller avec la première question A ici, f' de x. Dans ce cas-ci, on a un polynôme, donc la dérivée est assez simple. La dérivée de f de x, par terme ici, ce sera 4x3 moins 24x2. Et le 2 n'a pas d'importance ici. Cette fonction-là, on peut la simplifier, faire une mise en évidence ici. On pourrait sortir 4x carré devant. Il va nous rester x moins 6. Et à ce moment-là, la factorisation de notre dérivée est très importante parce qu'une fonction du troisième degré, c'est plus difficile d'aller chercher ces zéros si on n'a pas une simplification à faire. Donc, essayez toujours de simplifier votre dérivée si vous êtes capable dans ce contexte-ci. Ensuite, en B, on cherchait à savoir quand est-ce que f' de x était égal à 0, et même on vous demandait de vérifier que c'était seulement lorsque x est égal à 0 et lorsque x est égal à 6. Bien, en sortant la factorisation de votre fonction, ça devient évident. Parce que directement, cette fonction-là est égale à 0 seulement si x égale à 0, si x carré égale 0 finalement, mais x carré égale 0, ça veut dire que x est égal à 0, ou x est égal à 6, qui est la valeur critique de notre deuxième parenthèse dans cette factorisation-ci. Donc, on est certain que les seules valeurs qui annulent notre dérivée sont les valeurs 0 ou 6. Avec ces informations-là, on peut compléter le tableau des signes. On vous l'avait déjà donné dans la question éclair. C'est pas compliqué. On vous demande juste de rentrer ces valeurs-là ici. Donc, x égale 0, x égale 6. On va avoir l'intervalle x entre moins l'infini et 0 pour commencer. On va avoir l'intervalle x entre 0 et 6 pour continuer. Et finalement, x entre 6 et l'infini pour le dernier intervalle. À ce stade-ci, je sais que ma dérivée est nulle à mes valeurs critiques, donc
0 à ces deux points-ci. Je vais vérifier quel est le signe de ma dérivée quand j'arrive avant le premier 0. Si avant d'arriver à 0, tous mes chiffres sont négatifs, quand je les mets au carré, ils deviennent positifs. Et dans la deuxième parenthèse, un chiffre négatif moins un autre chiffre, ça va tout le temps être négatif. Donc ma parenthèse est négative, mon coefficient au début est positif, ça va me donner du négatif dans ce cas-ci. Ensuite de ça, entre 0 et 6, on prend un candidat, disons x égale à 1, ben à ce moment-là, 4x au carré, ce sera toujours positif, ça, il n'y a rien à faire avec ça, mais x moins 6, lorsque x est entre 0 et 6, c'est négatif. Donc on a quelque chose de négatif ici. Ensuite, lorsque x est plus grand que 6, ben 4x carré, c'est toujours positif, mais x moins 6, ce sera aussi positif. Donc, on va avoir une fonction qui est toujours positive lorsque x est plus grand que 6. Ceci étant dit, on peut parler de la croissance-décroissance de notre fonction avec ce qu'on a trouvé ici. Premièrement, avant d'arriver à 0, comme notre fonction dérivée est négative, la fonction sera décroissante. Lorsque x égale 0, je remplace ça dans ma fonction. Ici, ça me donnera une fonction égale à 2. Ensuite de ça, lorsque je suis entre 0 et 6, ma fonction dérivée est toujours négative. Donc, je vais continuer d'être décroissant. Lorsque x égale à 6, remplacer x par 6 dans ce cas-ci, 6 à la 4 moins 8 fois 6 à la 3 plus 2, ça devrait vous donner un beau gros moins 430 pour cette fonction-là, f de x. Et ensuite de ça, comme la dérivée est positive, on a une fonction qui est croissante. À ce moment-ci, on a tout ce qu'il faut pour répondre à la question D où on nous demandait de déterminer les intervalles de croissance et de décroissance de f de x. Dans ce cas-ci, je peux dire que f de x est croissante, croissante, pas croissante, voyons, croissante sur l'intervalle 6 jusqu'à l'infini, dernier intervalle dans ce cas-ci, et f de x est décroissante sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0, et j'ai aussi l'intervalle 0 à 6. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser la notation d'ensemble avec l'union jusqu'à 0, 6 pour l'autre partie de mon intervalle de décroissance. À partir de là, ben, j'ai tout ce qu'il me faut pour parler de la croissance-décroissance de la fonction. Et à partir du chapitre 6, on pourra voir là, comment tracer la fonction. On va avoir vu comment trouver des maximums, minimums, points d'inflexion qui pourrait y avoir, dans ce cas-ci, changer de concavité pour la fonction lorsque x égale à 0. Ceci étant dit, on se déplace dans l'exemple 5.2. On va voir que dans cet exemple-ci, il va y avoir une situation particulière. En effet, on va voir que notre dérivée ne sera jamais égale à 0. Puis en plus, on va voir que cette dérivée-là ne sera pas possible à un certain point. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça lorsqu'on veut déterminer la croissance-décroissance de notre fonction. Donc, on regarde ça, exemple 5.2, on a une fonction f de x qui est égale à 2 plus, entre parenthèses, 3 moins 2x exposant 2 tiers. À partir de ça, je peux toujours trouver ma dérivée f' de x. Dérivée de f de x, dans ce cas-ci, 2, sa dérivée c'est 0. Je vais dériver seulement la parenthèse. Donc, je vais avoir 2 tiers fois 3 moins 2x exposant 2 tiers moins 1. Dans ce cas-ci, moins 1 tiers. Et je multiplie par l'intérieur de ma parenthèse, la dérivée de l'intérieur plutôt. Donc, dérivée de 3 moins 2x, c'est égal à moins 2. À ce stade-ci, je peux peut-être réécrire ça un petit peu mieux. Je vais envoyer mon moins 2 avec le 2 tiers. J'obtiendrai moins 4 tiers fois 3 moins 2x exposant moins 1 tiers. Et là, de cette façon-là, on ne voit pas vraiment encore le problème. On ne voit pas le problème parce qu'on n'a pas encore remis ça sous la forme fractionnaire. Ici, cette équation-là, si je la remets sous la forme fractionnaire, je devrais obtenir moins 4 sur 3 racine cubique de 3 moins 2x. Et là, mon problème risque d'arriver assez rapidement ici. Je divise par
une variable x, donc si jamais ma parenthèse, ma racine cubique ici tombait égale à 0, ben j'aurais une division par 0. Je ne peux pas faire ça, une division par 0. Ça ici, ça veut dire que la dérivée n'existe pas lorsque ma racine cubique ici est nulle. J'ai un problème, la dérivée n'est pas définie partout. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour ma croissance-décroissance? Ben, il n'y aura pas vraiment de problème, parce qu'en réalité, ce que je vais pouvoir faire, c'est couper mon intervalle en deux. Aller chercher tout ce qui se passe avant qu'on divise par 0 et tout ce qui se passe après la division par 0. Et là, je pourrais aller chercher une fonction pour la dérivée ici. Avant ça, je vais quand même vérifier, est-ce qu'il existe une valeur qui annule f de x? Dans ce cas-ci, f' de x, comme on a une constante divisée par un chiffre, on ne pourra jamais avoir 0. La seule façon d'avoir 0, en fait, ce serait plutôt d'avoir une limite et d'aller chercher la limite aux extrémités, dans ce cas-ci pour diviser par un nombre très grand ou un nombre très grand positif ou très grand négatif, mais ça n'arrivera pas ici. On ne peut pas prendre la valeur infinie. Donc ça veut dire que la dérivée n'est jamais nulle. Donc, il n'y a aucune valeur qui fait en sorte que notre dérivée change de signe à un moment où la dérivée est égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut quand même aller chercher comme valeur ici? Pour compléter mon tableau des signes, ce que je vais avoir besoin, c'est la valeur qui fait en sorte que ma dérivée n'existe pas. Dans ce cas-ci, f' de x n'existe pas si x est égal à quoi? Donc dans ce cas-ci, je veux que ma racine soit négative, donc je veux que 3 moins 2x soit négatif. Finalement, ça veut dire que je veux que x soit égal à 3/2 pour mon problème actuel. Si x égale 3/2, ma racine est nulle complètement, donc j'arrive à une division par 0, ma dérivée n'existe pas, j'ai donc un problème dans cette dérivée-là, ce sera une valeur critique pour pouvoir solutionner ce problème-ci. Donc, je vais rentrer cette valeur-là dans mon tableau des signes. C'est le 3/2 qui m'intéresse. À ce stade-ci, la dérivée n'existe pas si x vaut 3/2, mais je peux quand même aller vérifier qu'est-ce qui se passe avant 3/2 et après 3/2. Donc, lorsque x est entre moins l'infini et 3/2, et lorsque x est entre 3/2 et plus l'infini. Ici, si je vais choisir un chiffre entre moins l'infini et 3/2, par exemple 0, je remplace ça dans ma dérivée lorsque je vais faire cette dérivée-là. Au dénominateur, ce sera positif, au numérateur, négatif, donc ma dérivée est nulle. De l'autre côté, si je vais chercher un chiffre plus gros que 3/2, ma racine devient négative, donc négatif sur négatif, j'obtiens une dérivée qui est positive. Ce qui veut dire que ma fonction entre moins l'infini et 3/2 est décroissante. Entre 3/2 et l'infini, elle est croissante. Et je peux évaluer quand même ma fonction lorsque x égale 3/2. Ça ne fait pas planter la fonction qu'on avait ici. Ça, c'est pas un problème, on ne divisait pas par la racine pour la fonction f de x. Je peux remplacer x par 3/2 ici. Ma parenthèse devient nulle, il me reste seulement 2. Donc, je peux compléter mon tableau des signes à ce stade-ci. Maintenant, on peut parler de la croissance-décroissance de f de x assez facilement. On peut dire que f de x est croissante sur l'intervalle 3/2 jusqu'à l'infini et f de x est décroissante sur l'autre intervalle moins l'infini jusqu'à 3/2. On remarque dans ce problème-ci que le problème qu'on a rencontré initialement, c'est que notre dérivée était jamais nulle. Si la dérivée est jamais nulle, est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va y avoir un changement de signe, puis parler de croissance-décroissance? Pas nécessairement, mais on peut quand même aller chercher une valeur critique. Valeur critique dans ce cas-ci qui fait en sorte que notre dérivée n'existe pas. Elle ne peut pas être définie. Mais le fait que la dérivée n'est pas définie, ça n'implique pas qu'il n'y a pas de croissance-décroissance. Ça veut juste dire que mon intervalle va nécessairement être coupé en deux. Et on va voir plus tard que
À ce stade-ci, on va pouvoir définir un petit peu plus qu'est-ce que le point 3,5 représente pour notre fonction f de x. Donc voilà, maintenant qu'on a fait quelques exemples, on peut établir une procédure générale pour solutionner ce problème-là. Une procédure qui devrait fonctionner, peu importe la fonction qu'on vous lance. Donc, cette procédure-là se fait en 5 étapes. Vous commencez par déterminer la fonction f' de x. Ça, c'est toujours nécessaire. Ensuite de ça, vous allez chercher les valeurs critiques de votre fonction, donc les valeurs qui annulent la dérivée ou qui font en sorte que la dérivée n'existe pas. Vous faites votre tableau des signes comme on le faisait dans le chapitre 2. Vous déterminez les signes de f' de x, donc est-ce que f' de x est positive, négative, et finalement vous allez déterminer les intervalles de croissance de votre fonction à partir du théorème 5.1 qu'on a vu. Ceci étant dit, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire la série d'exercices 5.1 à la page 263. Allez essayer ça. Vous avez les solutions sur le portail encore une fois. Si jamais vous n'y arrivez pas, écrivez-moi. On pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes-ci. Pour l'instant, on met fin à cette vidéo-ci. On a fini la section des intervalles de croissance-décroissance. On s'en va vers les extrémums relatifs d'une fonction, section 5.1.2.